Christopher Nolan est sans doute le réalisateur moderne qui fascine le plus. Et il faut dire qu'il déçoit rarement. Christopher Nolan. 6 milliards de dollars au box-office, 18 Oscars et des millions de spectateurs qui attendent chaque sortie comme des événements planétaires. Ces films nous font rêver, nous font réfléchir, nous font voyager, mais est-ce que vous savez qu'ils sont tous copiés directement du travail de quelqu'un d'autre ? Et là, je vous parle pas de petites inspirations, de quelques scènes à l'esthétique similaire ou de références discrètes qui servent de clin d'œil à d'autres créateurs. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout, dans les films de Nolan, est une copie. Les structures de scénario labyrinthiques, les boucles narratives complexes, chaque dilemme moral qui nous est proposé, et même le moindre plot twist qui nous scotche à notre siège, tout existait déjà, quelque part. C'est même pire que ça, en fait, ça vient d'une seule et unique provenance. Tout est écrit noir sur blanc depuis bien longtemps. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de plonger avec moi dans la plus grande source d'inspiration d'un des réalisateurs les plus acclamés du XXIe siècle. Un voyage qui va nous emmener à la frontière entre fiction et réalité, entre plagiat et création, et surtout nous faire comprendre les ressorts narratifs, psychologiques et même philosophiques qui se cachent derrière le cinéma de Nolan. Parce qu'au fond, une œuvre en dit toujours plus sur son créateur que sur son histoire, alors une fois qu'on l'a compris, on est un peu dans la confidence. Et puis après tout, même quand un plot twist est prévisible, il peut rester exceptionnel. Si vous connaissez mon travail, vous savez que ce que j'aime faire, c'est traiter mes sujets de cinéma ou de culture populaire à travers des livres. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux de vous présenter le premier partenaire littéraire de cette chaîne, Idéochoc. Si vous aimez explorer des idées complexes, réfléchir aux paradoxes de l'existence ou vous confronter à des perspectives inhabituelles, Idéochoc est fait pour vous. Chaque semaine, vous découvrez un nouveau livre sous la forme d'un podcast d'environ 25 minutes, accompagné d'un résumé écrit. L'objectif, c'est de saisir la substance d'un ouvrage rapidement, mais surtout clairement. Parce que c'est bien ça qui nous manque dans notre quotidien saturé d'informations, la clarté. Avec Idéochoc, vous accédez à des textes exigeants qui stimulent votre esprit critique et nourrissent votre liberté de penser. Ça peut vous donner des idées de lecture, mais ça peut aussi vous servir comme résumé après avoir lu un livre. Parce que dans le catalogue de textes, il y a des grands classiques comme Nietzsche et sa généalogie de la morale par exemple, mais vous avez aussi des petites pépites à découvrir comme The Dark Enlightenment de Nick Land, un livre hyper audacieux qui propose une réflexion critique et provocante sur l'organisation de la société moderne et les structures de pouvoir. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'Idéochoc ne vous donne pas des réponses toutes faites ou du prêt-à-penser. C'est même l'inverse en fait. Ça attise la curiosité et ça donne envie de s'intéresser à des idées auxquelles on n'aurait peut-être jamais été exposé. Chaque semaine, un nouveau podcast, une nouvelle perspective sur le monde pour se cultiver et développer son autonomie intellectuelle. Vous pouvez tester Idéochoc gratuitement pendant 14 jours et avec le code CATOMINOR, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre abonnement. Alors foncez, le lien est en description. I'd say don't try to understand it, just feel it. Si le cinéma de Nolan est si fascinant, c'est parce qu'il marche constamment sur une ligne de crête. D'un côté, le film d'auteur, et de l'autre, le blockbuster. Il pioche des ingrédients des deux mondes pour en tirer une recette unique. Des concepts très ambitieux, une mise en scène intimiste et disruptive, des décors naturels, mais en même temps du rythme, une musique épique et un casting de stars. Le résultat est simple et très efficace. On a l'impression de voir un grand film, mais ça reste accessible. Pas de plans séquences interminables, de jeux d'exposition ou de contraintes de mise en scène que seuls les puristes peuvent vraiment apprécier. Quand on sort d'une séance de Nolan, on n'a pas seulement passé un bon moment, on a aussi cette agréable impression d'avoir vu un film intelligent. C'est un peu comme du cinéma indé avec un petit supplément sucré qui le rend accessible au grand public tout en restant profond. On va pas voir un Transformers, on va pas voir non plus un David Lynch, on va voir un Nolan, un entre-deux, un juste milieu qui fait plaisir à tout le monde. Enfin, pas vraiment, en fait, il y en a que ça énerve. Certains connaisseurs trouvent que c'est une trahison, comme si Nolan avait rendu mainstream des ambitions que ces mecs-là voudraient garder confidentielles. Un type de cinéma réservé à une certaine élite, si j'ose dire. Alors je vais être honnête, j'en fais pas du tout partie. Malgré mon intro, je suis pas un de ces cinéphiles qui veut jouer au spécialiste en critiquant la filmographie de Nolan juste pour avoir un avis différent de la masse et passer pour un connaisseur. Non, moi je suis le vrai client qui a été bluffé par Inception, qui montre le prestige à tous ses potes pour voir s'il capte le twist avant la fin, et qui a payé 35 balles pour aller voir Interstellar en IMAX, alors qu'il l'avait déjà vu 2 fois au ciné. Bref, ces films ils m'ont marqué, et comme beaucoup de gens, ils m'ont procuré quelques vertiges cinématographiques. Vous savez, ce moment où la séance se termine, les lumières se rallument, et vous restez là, figé, dans votre siège, à regarder le générique défiler en même temps que vos pensées. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. Je pense même que c'est un élément central du succès des films de Nolan. La séance ne s'arrête pas au générique. L'expérience se prolonge au-delà de la salle de cinéma.
C'est pas le genre de film qu'on oublie le soir même, ni même le lendemain, il reste dans notre tête, on en discute avec nos potes, en famille, avec des collègues, on fait des théories, on essaie de comprendre. Bref, ce sont des films qui invitent à la réflexion et surtout, qui laissent des portes ouvertes. Il n'y a pas d'explication toute faite, ni même de bonne ou mauvaise interprétation. C'est comme si Nolan nous faisait une petite place dans sa tête, il nous invite dans ses pensées, nous présente un problème, et il nous lâche avec. Quand on sort d'Inception, on se demande si Cobb est vraiment rentré chez lui, ou s'il est toujours bloqué dans les limbes. Dès que Memento se termine, on n'a qu'une envie, c'est de le re-regarder dans le bon ordre, pour tout comprendre. Dans Interstellar, on se demande jusqu'où l'homme est capable d'aller pour sauver son espèce. On se perd dans des réflexions sur l'importance des souvenirs et sur l'implacable écoulement du temps. Même dans Batman, on a des dilemmes à résoudre. Est-ce qu'on aurait fait exploser le ferry? Est-ce qu'on aurait sauvé Rachel ou Harvey? Est-ce qu'on se serait sacrifié pour sauver l'image d'un politicien coupable? C'est ça, tout l'art de Nolan. Laisser les choses en suspens. Son objectif est beaucoup plus de bousculer nos certitudes que de nous faire comprendre quelque chose. It should be about mystery. You don't want to understand the entire story right from the beginning. Et ça, c'est un pari plutôt risqué en apparence, parce que forcément, on va perdre des gens en route. Si on veut inciter à la réflexion et aborder des sujets philosophiques ou moraux sans proposer d'explication ni de conclusion, certaines personnes vont se sentir perdues. Mais ça, Nolan, il s'en fout. Did it ever feel like this is going to be complicated for the audience, or did you have any concerns about it being, a real a difficult thing for an audience to grasp, or did it feel that it was something that people could grasp? Well, it's like, fuck it, you know? I mean... Il préfère perdre une partie de son audience plutôt que de changer sa vision. Et en fait, paradoxalement, c'est ça qui crée un attachement encore plus puissant. Parce que quand il dit qu'il s'en fout de pas être compris, c'est pas du mépris envers ses spectateurs. Au contraire, c'est une marque de confiance. On sent qu'on ne nous parle pas comme à des enfants. Nolan nous présente une histoire complexe et nous fait confiance pour la comprendre. Ce choix, il renforce ce sentiment de proximité. On se sent impliqué, on n'est plus seulement simple spectateur, on devient presque co-auteur de ce qu'on voit à l'écran. So you're always kind of in dialogue with not the audience as somebody else, but your own expectations as an audience member of what. Cette relation que Nolan crée avec son audience permet d'ouvrir un espace de discussion qui sort largement du cadre cinématographique. C'est ça qui fait qu'Inception est encore vivant sur internet 15 ans après sa sortie, que Memento continue d'être discuté par ses fans et qu'Interstellar est encore l'objet de multiples théories, scientifiques comme spirituelles d'ailleurs. En fait, avant toute autre chose, Nolan exige un spectateur attentif, capable de reconstruire les pièces du puzzle par lui-même et surtout prêt à s'engager dans le labyrinthe narratif qu'il crée dans chacune de ses histoires. And I chose to take the path of incorporating that desire for a layered approach into the narrative itself, into the story, if you like. And so I've made films that have some ambiguity to them or some layering to them narratively. Et là, on vient de mettre le doigt sur un nouveau point très important qui se situe au cœur de l'œuvre de Nolan, la structure narrative. L'organisation par étage dans Inception, le déroulement non linéaire de Memento, la structure en miroir de Tenet, les arcs narratifs de Dunkerque, Nolan aime jouer avec le temps. I'm afraid of time. Il nous embarque sur des chemins qui bifurquent sans cesse, quitte à nous faire tourner en rond. En fait, au bout d'un moment, on commence à comprendre que la structure fait partie intégrante de l'histoire. Et c'est là que je veux vous emmener maintenant vers l'architecte caché de ces labyrinthes narratifs. Un écrivain de génie capable de révolutionner la littérature en seulement quelques pages. Un auteur de contes et de nouvelles qui font encore parler des décennies après leur publication. Un homme qui a inspiré tous les films de Nolan, sans exception. So, Christopher Nolan, it's time for me to give you the books. What are you going to take? Well, I'd like to take, if I can have 2 volumes, I would take the selected fictions and non-fictions of Borges. He's a writer I admire tremendously, and the collections of his writings, they're labyrinthine, and in a way, all stories are contained within his stories. 2 volumes. Could you choose just one? If I had to choose just one, I'd go with the fictions. Okay, I'm going to give you that one then. Okay. Jorge Luis Borges, qu'on appellera Borges dans le reste de cette vidéo pour des raisons évidentes d'accent espagnol désastreux. Donc Borges, c'est un auteur argentin qui a vécu la majeure partie de sa vie à Buenos Aires. C'est ce qui explique que ses écrits ont mis un peu de temps avant de se diffuser dans le monde et d'être traduits puis lus aux États-Unis et en Europe.
Par contre, une fois que ça a été fait, il a mis tout le monde d'accord. Il a reçu de nombreux prix littéraires, son œuvre est maintenant considérée comme une référence, et il devient l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Rien que ça. Et là où c'est très intéressant, c'est que son format préféré, c'est la nouvelle. Donc des récits très courts, une vingtaine de pages, parfois même moins, et malgré cette brièveté, il réussit à faire ce que peu d'écrivains savent faire, ouvrir un abîme de réflexion en seulement quelques lignes. J'aime beaucoup la formulation qu'utilise Nolan dans le petit passage que je vous ai diffusé juste avant. Il dit « On a l'impression que toutes les histoires sont contenues dans ces histoires ». C'est tout à fait cette sensation d'infini, d'immensité qui nous prend quand on termine une nouvelle du recueil fiction. Borges parvient en seulement quelques paragraphes à faire basculer son récit, à bouleverser complètement nos repères et limite à nous tendre des pièges simplement avec ses bifurcations narratives. Alors ça peut paraître hyper abstrait dit comme ça, mais il faut vraiment voir les histoires de Borges comme des labyrinthes. C'est d'ailleurs un thème qui revient très régulièrement dans ses livres et qui le fascine. C'est-à-dire que Borges pratique une forme de littérature expérimentale qui accorde une place prépondérante à la structure du récit. En gros, la forme se met au service du fond. L'organisation de l'intrigue devient aussi importante que l'intrigue elle-même, elle se transforme carrément en un outil pour mieux la comprendre. Borges construit des formes narratives qui lui servent de cadre pour produire ses idées. Ça peut être une fausse critique littéraire, une encyclopédie imaginaire ou un écrivain inventé. Borges est amoureux de l'artifice narratif autant que de la révélation qu'il provoque. Et attention, le terme d'artifice ne définit pas ici quelque chose de joli mais inutile. Au contraire, c'est le dispositif qui nous fait pleinement ressentir l'histoire. En d'autres termes, la structure n'illustre pas l'idée, elle la produit. Et c'est ça qui rend Luis Borges si déroutant à lire. On est bousculé par ce qu'il nous raconte, mais peut-être encore plus par comment il nous le raconte. Le résultat, c'est que ces nouvelles nous transportent. Sa narration véhicule une impression diffuse d'étrangeté, comme si on flottait légèrement au-dessus de la réalité. Dans son recueil fiction, il nous balade entre des époques mythologiques, des guerres modernes, des jardins immémoriaux et des bibliothèques infinies. Ce livre, donc, c'est le préféré de Christopher Nolan. Et franchement, c'est loin d'être une surprise. Les labyrinthes narratifs, les récits non linéaires, les paradoxes temporels, voilà d'où il tient toutes ces idées. I approach the structure from a very mathematical and geometrical point of view. A lot of diagrams, a lot of careful planning. C'est clairement la lecture de Borges qui a fait de Nolan un architecte obsessionnel. On a un réalisateur qui adapte un écrivain en transposant son geste. Il prend ses formes idées et les transforme en formes images. Je vous parlais juste avant de l'amour de Borges pour l'artifice narratif. Eh bien, cet amour a été transmis à Nolan, qu'il applique désormais à son art sous la forme d'artifice visuel. Regardez par exemple ce qu'il fait dans Interstellar. La chronologie de son histoire lui permet de nous faire vivre un même moment 2 fois. Cette récurrence, elle est hyper immersive, elle rajoute de l'importance à la scène, et en tant que spectateur, on se sent concerné. On comprend qu'il y a un mystère à découvrir, et que la clé du puzzle est toute proche, là, dans cette bibliothèque. Alors quand l'histoire progresse et que de nouveaux éléments apparaissent, on revoit ces moments avec un tout nouveau regard. Et quand le mystère est enfin résolu, dans cette même pièce, la satisfaction est immense. Ce procédé est régulièrement utilisé par Nolan dans ses films. Il superpose volontairement ses arcs narratifs, ce qui lui permet de nous faire vivre plusieurs fois une même scène en suscitant un ressenti différent à chaque fois. Cette stratégie assez simple en apparence est bien plus profonde qu'il n'y paraît. En fait, quand on voit ça, on se rend compte à quel point l'interprétation d'un événement est dépendante de la perspective avec laquelle on nous le présente. Et ces tours de force, ils sont réussis grâce au travail qui est fait sur la structure narrative, le grand cheval de bataille de Borges et donc de Nolan. Mais assez parlé de la forme, on va parler du fond. Est-ce que les scénarios de Nolan ressemblent vraiment aux nouvelles de Borges ? Eh bien, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un homme arrive dans un temple en ruine. Il décide de s'y installer pour tenter de réaliser un projet étrange. Il veut rêver un autre homme. Nuit après nuit, il essaye et s'améliore. Il façonne son homme imaginaire comme une statue. D'abord le cœur, puis la chair, les os. Pendant 1 an, il s'acharne, il lui donne une mémoire, une âme et lui apprend à vivre dans le monde. Pourtant, le créateur a peur. Il a peur que son enfant, comme il l'appelle, découvre la supercherie. Qu'il se rende compte que la vie ne vient pas de lui, mais qu'elle lui est extérieure. Qu'il a été manipulé. Puis un jour, le temple où l'homme est installé prend feu. L'incendie est violent, tout va très vite et c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. L'homme est prêt à mourir. Pourtant, quand les flammes l'atteignent, elles ne lui font rien. Elles le traversent. Alors,
Il comprend. Il n'est pas dans la réalité. Lui aussi n'est qu'un rêve, créé par un autre. Bon, là, peut-être que vous avez eu l'impression que je vous racontais assez grossièrement une partie du scénario d'Inception. Bon, faut dire que je l'ai un peu suggéré par le montage, mais non, ce que je viens de vous raconter, c'est la nouvelle « Les ruines circulaires », écrite en 1944 par Borges. Quand j'ai fini cette nouvelle, j'étais estomaqué par deux choses. Déjà, la ressemblance évidente avec l'histoire d'Inception. Des rêves dans des rêves, la peur d'être démasqué par le rêveur, les différents étages de réalité, c'est vraiment frappant. Et la deuxième chose qui m'a interpellé, c'est la bascule à la toute fin de l'histoire. Un plot twist comme on l'appelle, et honnêtement, c'est la première fois qu'un tel procédé m'a touché en littérature. Je veux dire, le plot twist au ciné, et pourquoi pas, et encore, les bons se font assez rares. Mais pour maîtriser ça à l'écrit, c'est une autre affaire. Now, you're looking for the secret, but you won't find it. Because of course, you're not really looking. You don't really want to know. Parce que la littérature s'apprécie de manière différente que le cinéma. C'est pas tant la fin qui importe que le chemin. La façon dont est racontée une histoire, le style de l'auteur, l'ambiance qui nous imprègne, c'est ça le plus important. C'est pas si dérangeant de se faire spoiler, de savoir à l'avance ce que nous réserve l'intrigue. L'intérêt de la lecture est toujours intact. Pourtant, là, le basculement de l'histoire est hyper maîtrisé. Le plot twist est révélé dans le tout dernier paragraphe et il nous laisse sur le cul. On a tout de suite envie de tout relire depuis le début pour accéder à une nouvelle façon d'appréhender le récit. Et c'est pas la seule fois que Borges fait ça. Il est tout à fait capable de complètement renverser ses intrigues en quelques lignes, souvent à la toute fin, et d'offrir une toute autre perspective sur ce qu'on vient de lire. C'est le cas dans énormément de ses nouvelles. J'ai même pas envie de les citer pour pas vous gâcher le plaisir. Surtout que je vous ai déjà un peu raconté les ruines circulaires. Quoi qu'il en soit, les plot twists de ce genre, c'est vraiment la marque de fabrique du cinéma de Christopher Nolan. Révéler un secret, faire réaliser quelque chose à l'audience, réunir plusieurs timelines différentes en un seul moment, il y a toujours un effet d'apogée narrative dans ces films. D'ailleurs, c'est presque pour ça qu'on va les voir. Elles font ressentir une sorte d'extase intellectuelle, très rapidement suivie d'un sentiment étrange, une sorte de frustration agréable face à l'accomplissement de quelque chose, comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîte et qui l'achève enfin. On est heureux et triste à la fois, comme si au fond, on voulait tout recommencer. I think working in films today, it's an era where people tend to watch films more than once. I think my generation of filmmakers understood that it was a responsibility to try and make something that has layers, something that has more to it the second time you see it, or some different aspect to it. Que ce soit par le plot twist ou par le thème du rêve et par extension du rêve lucide, on peut dire qu'Inception est donc une projection revisitée de la nouvelle « Les ruines circulaires ». Mais les inspirations borgésiennes de Nolan ne s'arrêtent pas là. Pas du tout même. Dans Interstellar, la scène hyper connue du Tesseract transpose carrément l'idée de la bibliothèque de Babel. Une bibliothèque infinie qui matérialise le temps sous forme d'un espace. L'humanité tout entière arpente ses rayons et ouvre ses livres dans l'espoir illusoire de trouver le livre parfait. Une quête incessante depuis toujours et jusqu'à la fin des temps. Do not go gentle into that good night. On trouve aussi l'influence du jardin au sentier qui bifurque, avec ses réseaux de réalités alternatives. Cette nouvelle parle d'un roman construit comme un gigantesque paradoxe qui tente d'exprimer l'infinité des futurs possibles après un événement. Memento est une inversion de Funès ou La Mémoire, une nouvelle qui explore les tourments d'un homme qui se souvient d'absolument tout dans sa vie, jusqu'au moindre détail. Là où Borges imagine un homme incapable d'oublier quoi que ce soit, Nolan construit un personnage incapable de se souvenir. Dans les deux cas, on se questionne sur notre identité qui repose presque entièrement sur ce que l'on retient et ce que l'on oublie. I have to believe in a world outside my own mind. I have to believe that my actions still have meaning, even if I can't remember them. Tenet, lui, est fortement inspiré du Miracle secret, une de mes nouvelles préférées de Borges qui joue avec la dimension du temps jusqu'à l'absurde et s'interroge sur la réalité du monde physique. For me, when you watch the film, there's a sense in which we're addressing the idea that we're all sort of imprisoned in a way in our own views of the passage of time, of what's going on in the world, all the rest. And so there is this kind of leap of faith to the idea of an objective reality. Même dans Batman, j'ai trouvé une inspiration borgésienne quand j'ai lu le thème du traître et du héros. Ça raconte l'assassinat d'un politicien corrompu qui est en fait une gigantesque mise en scène pour qu'il soit honoré comme un héros et marque la mémoire populaire.
C'est exactement ce qui se passe à la fin de The Dark Knight, quand Batman décide de sauver l'image d'Harvey Dent pour ne pas que son travail soit terni dans l'esprit des gens. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que Nolan ait pensé à Borges au moment de choisir le nom de son film, parce que ce concept de traître et de héros est au cœur du personnage de Batman et justifie l'appellation de Chevalier Noir. Bon, on a vu que Nolan s'inspire de Borges pour structurer ses scénarios comme des labyrinthes, et pour créer des plot twists efficaces qui donnent envie de re-regarder ses films. Et là, on vient de voir que tous les thèmes qu'il aborde sont présents dans l'œuvre de l'écrivain, et ce de manière assez similaire. Les méandres du temps, les questionnements relatifs à la mémoire et à l'oubli, les paradoxes, les miroirs, les réalités multiples, bref, on est en droit de se demander si on est toujours dans le domaine de l'inspiration, ou si on commence à entrer dans la zone du plagiat. Et si ce mot paraît fort, et même accusateur, vous allez voir que je ne l'ai pas choisi au hasard. I need to know how he does it. Why? So I can do it better. Le plagiat, c'est un terme intimidant, c'est ancré en nous que ce n'est pas un comportement acceptable. On nous apprend, dès le plus jeune âge, à ne pas copier sur notre voisin. À l'école, les profs brandissent souvent la fameuse menace du détecteur de plagiat pour nous inciter à travailler par nous-mêmes. Et pour un artiste, ce mot est une angoisse permanente. Une simple accusation peut signifier une fin de carrière. En fait, on voue un véritable culte à l'originalité, et ce dans beaucoup d'aspects de la vie. Penser par soi-même, trouver sa propre voix, afficher son style, ce sont des injonctions qu'on entend tous au quotidien. Bon, c'est surtout un symptôme de notre peur maladive de la banalité et de mener une existence, somme toute normale. Mais quand il s'agit de créer, on passe encore à un autre niveau. Pour la plupart des gens, le simple mot de création implique quelque chose d'original. Et c'est là que Borges rentre en scène, une nouvelle fois vous allez me dire, avec une de ses nouvelles les plus célèbres, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Bon, si vous avez suivi mon propos jusque-là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Pierre Ménard, c'est un écrivain imaginaire. Et dans cette nouvelle, Borges nous raconte le projet fou de cet auteur. Réécrire à l'identique le livre culte de Cervantes, Don Quichotte. Et quand je dis réécrire à l'identique, c'est pas en faire une traduction la plus fidèle possible. Ah non, c'est écrire exactement comme Cervantes, mot pour mot, donc dans la langue espagnole de l'époque. Dans cette nouvelle assez absurde, Borges essaye de nous montrer l'intérêt d'un tel travail, mais il va même plus loin. Il démontre que la réécriture réalisée par Pierre Ménard, même si elle est en tout point identique au livre de base, s'avère supérieure à l'original. Selon lui, ce nouveau Don Quichotte, écrit en 1930, a une portée complètement différente de celui de Cervantes, car il s'inscrit dans tout un héritage culturel qui n'existait pas en 1605. Et ça ouvre la porte à tout un tas de réflexions, sur le temps, sur la relativité, sur le plagiat, sur Christopher Nolan même. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on va partir un petit peu loin. Si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que vous êtes prêts pour un petit vertige philosophique. Peut-être que Schopenhauer avait raison. Je suis tous les autres hommes, chaque homme et tous les hommes. Cette phrase de la nouvelle La forme de l'épée, elle m'a interpellé. C'est pas la seule fois que Borges émet cette idée que chaque homme représente l'humanité entière. En fait, on retrouve cette réflexion déclinée à plusieurs endroits dans ses nouvelles, et c'est un concept qui vient tout droit de la pensée de Schopenhauer. Pour le philosophe allemand, l'espace et le temps, que nous croyons objectifs, ne sont en réalité que des dimensions imaginées dans notre esprit. Ce sont des représentations qui nous permettent de façonner notre réalité. Dans Le monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer redéfinit le principe d'individuation qui permet à chaque personne de se considérer comme absolument unique. Selon lui, ce principe engendre une illusion de multiplicité et nous empêche de voir l'unité qui transcende toutes les formes de vie. Derrière le voile des phénomènes, une seule et même force vitale traverse tous les êtres, toutes les choses, tout l'univers même. Schopenhauer écrit que le bourreau et la victime, le tourmenteur et le tourmenté ne sont en vérité qu'une seule et même personne. L'un souffre, l'autre croit infliger la douleur, mais tous deux appartiennent à la même unité fondamentale. Cette vision est très radicale, elle remet en question la séparation entre individus, elle fait de chacun de nous une expression particulière de la même totalité. Le philosophe Henri Bergson en rajoute une couche et donne à cette intuition une épaisseur temporelle. Là où Schopenhauer met l'accent sur l'unité statique de la volonté, Bergson insiste sur la continuité dynamique du temps. Dans L'évolution créatrice, il défend l'idée que le temps n'est pas découpé en instants distincts. C'est une durée, un flux continu où passé et présent s'entrelacent.
Aucun acte n'est isolé, chaque geste, chaque pensée se prolonge dans ce qui suit et transforme rétrospectivement ce qui a précédé. Donc quand Pierre Ménard réécrit Don Quichotte, le texte est identique, mais le temps a changé. L'acte même de réécriture modifie rétroactivement le sens de l'original. Les philosophies de Schopenhauer et Bergson se croisent chez Borges pour former une idée. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des manifestations multiples d'une même force, plongées dans une durée continue. L'homme singulier disparaît, il devient une incarnation passagère d'un principe universel. C'est exactement ce que Borges exprime dans la suite de la citation que je vous ai déjà montrée. Shakespeare est, d'une certaine manière, le misérable John Vincent Moon. Le grand poète et le plus petit des personnages insignifiants sont de la même essence. Et c'est là que le plagiat prend une signification nouvelle. Salvador Dali le disait avec ironie, ceux qui ne veulent imiter personne ne produisent rien. La copie n'est pas une faute, elle est l'essence même de la création. Ridley Scott has always been a tremendous influence on me. I've loved the worlds he's created, the textured quality of those things. Terrence Malick is a huge influence, and Stanley Kubrick is a filmmaker that I've always greatly admired. You know, the cinema of Alfred Hitchcock. I've also been very influenced by silent filmmakers. I go back to the work of Fritz Lang and Murnau, von Stroheim, those visions, those... Je vous disais tout à l'heure qu'on était tous obsédés par l'originalité. Mais la vérité, c'est que quand on qualifie quelque chose d'original, c'est juste qu'on ne connaît pas les références ou les sources qui ont été mobilisées pour le créer. Tous les artistes ont déjà reçu cette question, où est-ce que tu trouves tes idées ? Les artistes honnêtes répondent, je les vole. Le livre Still Like an Artist est devenu un best-seller avec ce simple constat. Toute œuvre peut naître grâce à une ou plusieurs autres œuvres. Toute invention est une réorganisation d'influences. En fait, l'originalité pure n'existe pas, ce n'est rien d'autre qu'une illusion romantique. Luis Borges le savait et va même plus loin. Il se revendiquait lui-même comme étant un grand plagiaire. Dans une interview de la fin de sa vie, il dit qu'à l'époque de l'écriture de fiction, il voulait être Kafka. Il lisait Kafka, il pensait Kafka, il respirait Kafka, il imitait son style, ses procédés, il saturait ses nouvelles de labyrinthes et de dispositifs angoissants. Il est même allé jusqu'à glisser dans un texte le mot Kafka, juste pour lui rendre hommage discrètement. D'ailleurs, cette inspiration est palpable dans ses nouvelles. La bureaucratie absurde de La Loterie à Babylone, par exemple, rappelle à s'y méprendre l'administration kafkaïenne dans le château. La Bibliothèque de Babel, qui est sûrement la nouvelle la plus connue de Borges, qui fait encore l'objet aujourd'hui de multitudes d'analyses et d'expériences de pensée, c'est pas lui qui a eu l'idée. C'est une adaptation très similaire de la nouvelle La Bibliothèque universelle, écrite en 1904 par Kurd Laßwitz. Le truc, c'est que peu à peu, Borges parvient à se détacher de ces modèles. Il trouve sa propre recette. Il passe de l'angoisse existentielle des récits de son idole Kafka à la jubilation intellectuelle de la construction de ses propres histoires. Ce qu'il garde de Kafka, c'est une boîte à outils, une machine à générer du sens, mais il l'oriente ailleurs. Alors on pourrait dire que Borges plagie Kafka, mais ça n'aurait pas de sens. Il l'a métamorphosé. De là est née l'originalité borgésienne, être passé par l'imitation, l'avoir intégrée, puis l'avoir transcendée. C'est exactement ce que fait Nolan au cinéma. Borges avait bâti des énigmes avec des mots, Nolan les déploie avec des images. Les paradoxes métaphysiques de Borges deviennent chez lui des expériences sensorielles. L'histoire de la littérature et du cinéma n'est pas une suite de créations qui sortent de nulle part. C'est une conversation infinie où chaque reprise déplace le sens. La plus grande originalité, c'est de savoir reconnaître une bonne idée et être capable de la magnifier pour lui donner une profondeur nouvelle. Nolan est un chapitre de Borges, Borges était un chapitre de Kafka, Kafka un chapitre de Dostoïevski qui était lui-même un chapitre de Pouchkine, et ainsi de suite. Un homme et tous les hommes. It takes nothing to steal another man's work. It takes everything. Le vertige cinématographique, je vous en parlais tout à l'heure pour les films de Nolan. Lire Borges, c'est un peu la même chose, en version papier, et en plus profond encore. Plus profond parce qu'on n'a pas l'image, on doit tout imaginer. L'écran, c'est notre esprit. Et les nouvelles de Borges le font voyager comme jamais. Honnêtement, j'en ai pris quelques-unes, des claques littéraires, mais les prendre en si peu de pages, c'est une vraie prouesse. Je me souviens que je devais carrément interrompre mes sessions lecture au bout d'une seule petite histoire, simplement parce que j'avais besoin de temps pour y penser.
La sensation de lecture de Borges se rapproche de l'émotion quasiment indescriptible qu'on ressent quand on s'allonge sous un ciel étoilé et qu'on contemple le vide. On réalise soudainement la profondeur de l'espace, notre cœur s'emballe et on est suspendu, là, dans un état intense qui mélange extase et peur panique. On savoure la clarté qui naît du vertige. On regarde nos pensées tourner comme si on était situé légèrement au-dessus. Un flot de questions se bouscule dans notre tête, on se les pose, mais pas si sérieusement que ça. Au fond, on n'a pas vraiment envie de trouver les réponses. C'est cet état de suspension qu'on est venu chercher. Ce genre d'œuvre nous garantit d'avoir toujours quelque chose à contempler, même les yeux fermés.